Bonjour, bienvenue sur ce webinaire Mobine qui s'intitule «Le parcours en auto-école à statut associatif». Donc aujourd'hui, nous recevons Marilyn Marchand et Léo Caddy-Gendron de l'association Mobilité 0726 qui vont nous présenter leurs auto-écoles à statut associatif. Nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure et demie. Et donc pour commencer, je vous propose qu'on fasse un tour de table. Je vais commencer à me présenter. Je suis Marion Bruère, chargée de mission pour Mobine Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, nous avons organisé en 2022 une série de webinaires pour présenter les différents services et métiers de la mobilité inclusive. Et donc, on termine ce cycle. Voilà, on déborde un petit peu sur 2023, avec du coup les auto-écoles à statut associatif. L'idée là, ça va être pour chacune. Je vois qu'on est à peu près 8 participants, donc de prendre la parole ou bien d'écrire dans le chat si vous n'avez pas pu activer vos micros, en répondant aux questions de quel établissement, structure venez-vous et sur quel territoire travaillez-vous et quelles sont vos attentes pour ce webinaire. Et je vais tout de suite commencer par nos 2 intervenantes. Marilyn. Oui, bonjour, donc Marilyn Marchand. Donc, je suis encadrante pédagogique à Mobilité 0726 depuis 2008 sur le secteur du Teil. Et donc, j'accompagne des bénéficiaires du Teil, Ardèche et Drôme aussi. Voilà, donc moi je suis Léo Caddy-Gendron, donc pareil, je travaille donc à Mobilité 0726 sur de la coordination depuis 2008 déjà, et donc voilà, sur de la coordination principalement, donc là ce qui nous concerne, les actions d'auto-école insertion. D'accord, merci. Je passe la parole à Mathieu, je vois simplement votre prénom qui s'affiche. Bonjour, donc Mathieu Estève, je suis chargé de mission insertion socio-professionnelle au département de l'Ardèche, avec donc référent IAE, ACI, etc. Et je suis l'ancien directeur du terreau à Cruas. Vous m'aviez, on se connaissait mobilité parce que. T'as pas de son ? Vous m'entendez? Ah, vous avez le son? Moi je vous entends. Oui, c'est bon, je vous entends. Donc voilà, donc je connais un peu l'action de mobilité. J'ai vu le précédent webinaire et j'étais aussi à la table ronde de recruter autrement de Emploi solidaire qui a eu lieu en fin d'année dernière. Voilà, enchanté. Merci. Je passe la parole à... Alors, c'est Patricia Clément. Oui, alors du coup, Patricia, elle va me rejoindre. Moi, c'est Gabrielle Sortel, donc référente à la mission locale de Montélimar. D'accord, merci. Marina Georgie Masseret. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Marina Georgie Masseret. Je travaille à la plateforme mobilité du Puy-de-Dôme et je suis arrivée en juin 2022 pour mettre en place une plateforme sur l'Allier. Et notamment, on est en train de réfléchir à l'installation d'une auto-école sociale sur l'Allier. Voilà. Merci. Marie-Claire Briard, je vous passe la parole pour vous présenter. Oui, bonjour, Marie-Claire Briard, donc chargée de mission à Pôle emploi sur la Drôme-Ardèche. Je coordonne et anime différents dispositifs, dont l'accompagnement global, le CEJ, l'AIJ, c'est-à-dire que je suis en relation avec les conseillers qui accompagnent des personnes soit éloignées de l'emploi pour des freins sociaux, soit un public jeune. Merci. Lorenza Bertio. Je vous laisse vous présenter si vous voulez. Ouvrir votre micro. On ne vous entend pas, Lorenza. Mais sinon, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Et puis, je vois que quelqu'un a rejoint... donc, Patricia, peut-être, c'est Patricia Clément. Oui, bonjour, Patricia Clément, donc mission locale service RSA. Et je fais partie aussi du comité de suivi de l'AEI. On
la mobilité. Voilà, donc c'est vrai qu'on doit être mon ordinateur qui ne fonctionne pas, donc on a changé de bureau, c'est pour ça que un peu en Pas retard. de souci. Et donc, nous avons aussi avec nous, qui écrivent dans le chat, Benoît Alain, chargé de projet au sein de l'USI 01, donc c'est l'Union des structures d'insertion par l'économie de l'Ain, et Lorenza Bertio, qui est chargée de recrutement, de placement et d'accompagnement au sein d'Accès Emploi à Priva. Voilà, donc bienvenue tout le monde. On a prévu quelques petites interactions pendant ce webinaire aussi pour que vous participiez. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Et puis à la fin aussi, on prendra un temps de questions-réponses. Mais si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à prendre la parole ou bien dans le chat. Et puis, on fera quelques quiz aussi. Donc, soyez attentifs aux questions qui vont s'afficher. Pour commencer, je vous présente rapidement la Fédération Mobine Auvergne-Rhône-Alpes qui organise donc ce webinaire. Donc Mobine, c'est un réseau de professionnels de la mobilité inclusive. Donc on rassemble les professionnels de ce milieu-là, qu'ils soient des auto-écoles à statut associatif ou des plateformes mobilité ou des garages loueurs solidaires ou des vélo-écoles, etc. Nous sommes à 20 adhérents, puisqu'on a eu des nouveaux adhérents en fin d'année, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui sont répartis dans les 11 départements de la région. Voilà, là, vous avez là, un peu la typologie, donc 5 garages, 11 agréments d'auto-école à statut associatif, 9 loueurs solidaires, 4 vélo-écoles, 6 plateformes de mobilité et 3 spécialistes de l'écomobilité. Voilà, on n'a pas encore la prétention de rassembler tous les acteurs de la mobilité inclusive du territoire, mais une bonne partie. Et puis, voilà, les adhésions sont encore possibles et ouvertes. Donc, nos missions en tant que fédération, c'est de proposer à nos adhérents des outils pour se professionnaliser, donc des échanges de pratiques, des formations et des webinaires, comme par exemple celui-ci. On représente aussi les acteurs de la mobilité inclusive dans différents événements, forums, journées régionales qu'on peut organiser, ou sur des salons sur lesquels on est invité, et puis également auprès des différents services de l'État au niveau régional et national, puisque Mobine est aussi une fédération nationale, qui rassemble en tout 200 adhérents sur toute la France. Et puis, nous avons 2 autres missions qui sont accompagner les territoires. Donc, on peut réaliser des études, des diagnostics de territoire, accompagner au lancement de projets également. Et puis, on a un rôle d'animation de réseau, voilà, avec des missions de communication interne. On développe aussi des newsletters, des partenariats, différents rassemblements, voilà, pour permettre vraiment l'échange d'informations et d'outils, l'échange entre acteurs du domaine sur ces sujets. Ici, vous avez une cartographie des adhérents de la région. Voilà, donc voilà, on a Drôme-Ardèche, vous retrouvez Mobilité 0726, la plateforme emploi qui intervient plus sur le territoire de Valence et alentours, Drômolib, qui est basée à Cré, mais qui est une agence d'écomobilité sur la Drôme, et Valence Service, qui a maintenant 2 garages solidaires, un sur Valence et un à Romans, dont l'inauguration a lieu cet après-midi, si vous êtes libre après le webinaire. Alors, pour commencer, je vais vous poser une petite question. Vous pouvez répondre. Alors, qu'est-ce que la mobilité inclusive, selon vous? Alors, est-ce que la question s'affiche? Oui. Oui, c'est bon. Ah non, c'est trop restrictif. Non, le cas du transport. Oui, puis après, tu
Alors, nous avons 7 vrais et 1 faux. Alors, en effet, la réponse, c'était juste la mobilité inclusive. C'est vraiment l'ensemble des dispositifs de mobilité qui facilitent le transport des usagers, éprouvant des difficultés à se déplacer de manière autonome dans le cadre de la réalisation de leurs déplacements quotidiens. Bon, c'est un petit peu, un petit peu long, mais l'idée, c'est que du mot inclusif, c'est de prendre aussi la personne dans son entièreté et de se dire que la mobilité, c'est pas simplement avoir accès à un moyen de transport, mais c'est aussi avoir les compétences, par exemple, pour utiliser ce moyen de transport, pour se repérer, et puis avoir les projets, l'envie aussi de faire ces déplacements. Donc la mobilité, voilà, c'est beaucoup plus large que simplement les moyens de transport. Et puis, je vais laisser maintenant nos 2 intervenantes présenter leur structure, Mobilité 0726. Je te laisse commencer. Bonjour, donc je vais vous présenter la structure Mobilité 0726 sur cette diapo. Donc, on est donc plateforme mobilité, Drôme Ardèche, excepté la zone Valence et alentour, donc qui est portée plutôt par la plateforme emploi. La particularité de notre plateforme mobilité, c'est vrai qu'on est tant sur des actions socles d'une plateforme, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'information du public, la coordination d'acteurs ou la réalisation de bilans et d'accompagnement. Et on porte aussi des options, enfin des solutions mobilité solidaire, dont une qu'on va vous présenter là, mais autour du savoir bouger, donc tout ce qui est lié aux ateliers mobilité ou multimobilité, vélo-école également, les auto-écoles insertion, et puis tout ce qui est lié au pouvoir bouger, puisqu'on met à disposition aussi des véhicules, vélos, scooters, VAE, voiturettes aussi sur le territoire. Donc, on attend, voilà, je vous disais, l'aspect plateforme avec le socle commun à toutes les plateformes, et puis les options qu'on peut trouver dans la mise en place d'actions. Donc, on a le public cible qu'on accompagne. On est à peu près environ 650 personnes accompagnées par an. Et puis, effectivement, aussi en lien avec des professionnels d'insertion, à peu près 200 professionnels. On a un statut associatif, effectivement, donc depuis 2000. C'est une association qui a été créée par les acteurs d'insertion à la base, plutôt type ACI, atelier chantier d'insertion, qui se posaient la question de leurs salariés pour se rendre sur le lieu de travail, des freins qui avaient déjà la mobilité à ce moment-là, qui était important. Donc, l'action, on va dire, de base de mobilité, ça a été la mise à disposition de mobylettes sur l'année 2000. Depuis, à travers divers diagnostics, études, etc., on a répondu toujours par le biais de nos partenaires et des besoins locaux exprimés, construit des actions plus liées au savoir bouger et à la formation. On a également un agrément ESUS. On est organisme de formation aussi Calliope, avec l'agrément Calliope. On est 20 salariés, ça équivaut à peu près à 15 ETP. Voilà, avec un pôle coordination, notre directrice, Sarah Arsac, et puis un pôle coordination, et puis des collègues qui sont plus dans le face-à-face, on va dire, en interaction avec les personnes que l'on accompagne, puisqu'on va retrouver des conseillères mobilité insertion, et puis des encadrants pédagogiques dans le cadre de la formation permis. Et un pôle accueil, bien sûr, aussi. Sur le territoire d'intervention que l'on couvre, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure. On a sur l'Ardèche, vous voyez, sur les petites étoiles en vert, là où on intervient, et puis notre siège social qui est basé au Teil. Vous allez retrouver aussi des partenaires avec qui on travaille étroitement, qui sont Nouvelle Donne et Sephora sur le nord Ardèche, puisque dans le cadre de la prestation liée au bilan et l'accompagnement avec Pôle emploi, ce sont des partenaires avec qui on travaille sur la réalisation des bilans. Et vous allez retrouver aussi l'autre plateforme mobilité qui est la plateforme emploi, dont je vous disais aussi sur le Valentinois. Et vous voyez entouré de petits cercles, là, les 5 agréments qu'on a sur le sud Ardèche, Vallée de la Drôme et Sud Drôme principalement. Donc 5 agréments d'auto-école.
voilà, les plus anciens étant sur Le Teil et Aubenas, donc c'est 2008, la création des premières auto-écoles. Pour ces auto-écoles aussi, il y a 5 encadrantes pédagogiques, voilà, qui interviennent pour réaliser les cours et tout l'accompagnement qu'il y a à faire derrière. Voilà, j'ai vu qu'il y a un petit quiz qui se lançait. Oui, donc on va vous demander quelle est la différence entre une auto-école classique et une auto-école à statut associatif. On soumet ça au vote. On attend un petit peu les réponses et puis on vous laissera développer. Alors, les 2 réponses qui ont le plus de réponses, donc il y a 2 réponses justes, c'est les tarifs adaptés aux conditions de ressources et la pédagogie adaptée à des personnes rencontrant des difficultés d'apprentissage. Je vous laisse peut-être rebondir ou développer, Marilyn ou Léocadie. Oui, après, ça dépend des critères définis au départ de l'action, je dirais, mais effectivement, une auto-école à but d'insertion, donc c'est bien un agrément déjà, donc c'est vraiment dans le but d'accompagner des personnes qui sont en difficulté sociale, etc. Après, c'est défini aussi par le biais des axes de financement. L'idée, c'est de ne pas être en concurrence avec une auto-école classique, donc c'est de bien être sur des critères définis dès le départ. Donc nous, dès la création, c'est vrai que ça a été défini comme étant plutôt lié à la pédagogie et aux difficultés d'apprentissage rencontrées par les personnes. Le critère financier, pour nous, il n'est pas forcément celui qui va être retenu au départ. Voilà. Donc après, ça dépend aussi des besoins et puis des financements du départ. Oui, c'est vrai qu'il y a des solutions de financement qui peuvent permettre à des personnes dont le seul frein serait financier d'avoir une solution financière et d'aller sur une auto-école classique. Mais c'est vrai qu'il y a cette question de la non-concurrence qui est très important. Et donc, en fait, c'est ces 2 critères combinés. Et avant tout, le critère d'une pédagogie adaptée à des personnes qui rencontrent des difficultés d'apprentissage qui définit l'auto-école à statut associatif. On retrouve ça aussi dans d'autres écoles à statut associatif en France. Ouais. Quelques chiffres sur la mobilité. Pour mettre un petit peu de contexte, mais aujourd'hui, il y a 50% des personnes en difficulté sociale et professionnelle qui ne disposent pas du permis de conduire, et 28% qui ne disposent d'aucune solution de mobilité. 4 Français sur 10 estiment ne pas disposer d'un accès facile et rapide au réseau de transport local et de transport moyenne-longue distance. Donc, dans certains cas, ne pas avoir le permis de conduire peut vraiment poser un problème de déplacement aujourd'hui, compte tenu de l'état des réseaux de transport, du développement. Et le coût moyen du permis de conduire aujourd'hui, qui est de 1 804 €. Donc quand même un coût assez conséquent, surtout qu'on parle de public en général en difficulté économique. Quelques chiffres par rapport au permis et aux auto-écoles. Donc aujourd'hui, dans la fédération, on a 11 auto-écoles à statut associatif et 35 enseignants de la conduite, donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, je parle, qui proposent différents types d'accompagnement. Et donc, il y a des prestations sur le permis AM et d'autres beaucoup plus majoritaires sur le permis B. Et là, on voit un petit peu les publics accompagnés qui sont quand même, du coup, en grande majorité des personnes demandeuses d'emploi ou bénéficiaires des minima sociaux. On a aussi des jeunes qui sont orientés par les missions locales, 4% de personnes en situation de handicap, des salariés de l'IAE, voilà, et autres.
Ce public se retrouve aussi parce que c'est beaucoup lié aux financeurs en fait. Et historiquement, les financeurs des auto-écoles sociales ont été plus soit les départements via les dispositifs RSA, soit des financements liés aussi à l'emploi, accompagner les demandeurs d'emploi à retrouver un emploi. Je vous repasse la parole, Marilyn et Léocadie, pour présenter un petit peu sur votre territoire. Oui, effectivement, je ne l'ai pas forcément dit au départ, mais quand on a créé les auto-écoles insertion, donc c'était des groupes de travail initiés localement, il y a 13 ans maintenant, sur le secteur plutôt du sud de Drôme. Donc il y avait la région Rhône-Alpes à l'époque, et puis le département, enfin les départements de Drôme-Ardèche d'ailleurs, qui se posaient cette question. Donc ça a été principalement effectivement par le biais de ces financements, de ces collectivités qu'on a pu démarrer l'action, d'où aussi là sur les données que vous avez, ce qui ressort, on est vraiment sur des publics liés aux bénéficiaires du RSA, liés à des financements liés au département, mais également des demandeurs d'emploi, jeunes orientés par la mission locale. Là, je vous ai mis des chiffres de 2021, donc on a accompagné sur 5 sites auto-écoles, alors 148 personnes. On va retrouver principalement, c'est lié à nos critères, on les détaillera tout à l'heure, mais des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, majoritairement un peu plus de femmes, ça dès le départ de l'action. 44,5% de bénéficiaires du RSA, du public aussi avec des reconnaissances de qualification de travailleurs handicapés, des ménages monoparentaux aussi, principalement une tranche d'âge entre 26 et 45 ans, même si on voit là depuis un an et demi que un public qui se rajeunit un peu plus. Des personnes qui ont déjà eu une expérience en auto-école, pas que, donc on est à 70%, mais c'est quand même un chiffre assez important qui reflète bien les difficultés et puis aussi le fait qu'on accompagne des personnes qui ont été en échec ou qui se trouvent en échec dans un système classique, on va dire, d'apprentissage, avec des niveaux scolaires plutôt niveau CAP ou arrêt de la scolarité au collège, etc. Sur l'année 21, on va retrouver sur les 148 personnes, 69 sorties, 84% de sorties positives, donc 48% qu'on valide l'examen et 36% qu'on bénéficie d'une expertise. Il faut savoir qu'il y en a 2 objectifs dans le cadre de nos auto-écoles insertion, c'est d'expertiser la faisabilité du projet permis, vous allez le comprendre après avec la façon dont on travaille. Et puis, deuxième objectif, d'accompagner vers la réussite au code et ou du permis. Donc là, sur cette partie-là, c'est vrai que l'emploi, pour aller à l'emploi, du moins la voiture sur nos territoires, ça reste quand même quelque chose qui est important, même si on sensibilise aussi au covoiturage, des choses, des thèmes d'ailleurs qui font partie du code de la route, de l'enseignement du code de la route. Ça reste une nécessité. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de bénéficiaires qui ont des freins à l'apprentissage et qui n'osent pas faire des démarches aussi par rapport à ces difficultés. Donc, c'est vrai que la réussite au permis, c'est aussi valorisant, c'est diplômant, donc ça reste quelque chose d'assez gratifiant pour les personnes qui arrivent à aller au bout de cette formation. Juste pour vous dire nos agréments, donc il y avait une petite question sur les agréments, je crois, c'était un agrément, un département, alors pas forcément, c'est vraiment l'agrément est lié à un lieu, est lié à une adresse en fait. On a 5 agréments parce qu'on a 5 locaux dédiés à l'activité de la formation au permis de conduire. Donc, nos interlocuteurs principalement, nos interlocuteurs, pour ça, c'est la préfecture, c'est la DDT, la Direction départementale des territoires, donc sur Drôme-Ardèche. Un agrément égale un local, en fait. Voilà, une adresse qui doit être conforme selon des règles liées à l'arrêté, c'est l'arrêté du 8 janvier 2001 qui définit les conditions relatives à l'attribution de l'agrément par la préfecture.
Voilà, je peux peut-être rajouter aussi sur les différents sites, sur les 5 sites, il y en a 2 sur lesquels on propose 2 formations, la formation permis B et la formation B78 liée à la boîte automatique. C'est quelque chose qu'on a développé depuis 2000, ça fait quelques années maintenant, puisqu'on se rendait compte que pédagogiquement, ça avait un intérêt et on a pu investir. Je ne l'ai pas noté non plus, mais grâce à des financements principalement liés à des fondations sur l'investissement, on doit investir dans des véhicules auto-école. Et ils sont valables tous les 7 ans. Il faut les changer tous les 7 ans, les véhicules auto-école. Donc, on doit tous les 7 ans renouveler notre parc, qui est aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5, 6 véhicules. 6 véhicules en double pédalage, dont un en boîte automatique. Voilà, je peux rajouter aussi qu'on avait obtenu la labellisation des qualités de formation au sein des auto-écoles de conduite. Ça, c'est porté par la préfecture, qui nous permet de proposer des formations de transformation du permis boîte méca en boîte automatique, puisque 2019, ça a évolué aussi au niveau de la loi. Ce qui nous a permis aussi, à partir du 1er janvier, en tant qu'organisme de formation, de pouvoir prétendre à Calliope et d'avoir été validé sur Calliope. Ce qui nous permet aussi également de pouvoir, dans le cadre de DOF, sur le CPF, les comptes CPF, de pouvoir apparaître sur le catalogue. Et il y a des bénéficiaires qui ont un petit peu de crédit sur leur compte, qui peuvent aussi financer leur permis à l'auto-école insertion via ce compte CPF. Voilà, toutes ces démarches liées à la qualité, aux critères qualité, nous ont permis de proposer ça aussi aux bénéficiaires. Ce qui est important aussi, le lien aux acteurs du territoire. On fonctionne par prescription, on va le voir juste après. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail maintenant là-dessus. Ouais. On va passer par... Là, on vous a mis un schéma qui déroule un parcours, on va dire, type, avec les différentes étapes par lesquelles va passer la personne qui fait une demande. Avec un temps imparti et puis les étapes qu'on vous a mis là. Ce que je vous disais, c'est que donc toutes nos actions, et principalement celle de l'auto-école, on passe par de la prescription. Les personnes peuvent venir se renseigner, mais on les renvoie vers leurs référents, que ce soit référent RSA, demandeurs d'emploi via Pôle emploi principalement, ou les centres médico-sociaux pour aussi des personnes qui auraient des référents dans ce cadre-là. Donc la prescription, c'est une fiche type qui est à remplir, à nous renvoyer sur une boîte mail. On a un dispositif donc assez important au niveau de la décision, c'est-à-dire que nous, on ne décide pas tout seul de qui rentre sur un parcours auto-école, c'est un comité de suivi. Ça a été mis en place dès la création en 2008 des premières auto-écoles. Ce comité de suivi, il est composé des principaux partenaires prescripteurs, que sont Pôle emploi, la mission locale, Cap emploi et les départements via les directions territoriales d'action sociale sur chaque territoire. Voilà. Département Drôme et Ardèche. Et en tout, donc, il y a 5 comités de suivi, 5 groupes de comités de suivi qui sont animés tous les 2-3 mois. Où on valide ou pas, on étudie les demandes qui nous sont parvenues, et puis on passe pas mal aussi de temps sur ce temps de comité, sur le suivi des parcours des personnes qui sont en formation. Avant chaque comité de suivi, je reçois chaque personne en entretien. Donc l'entretien, il dure à peu près 3/4 d'heure, on va dire, si on veut. On balaye un petit peu l'ensemble des critères. Je ne les ai pas dit. Les 3 critères sur nos actions, nos auto-écoles insertion sont avoir un projet d'insertion socio-professionnelle, être dans une dynamique active liée à l'emploi ou la formation. Le deuxième critère, on est sur éprouver des difficultés d'apprentissage. Alors, je laisserai Marilyn en parler un petit peu plus, ça, sur le lié, alors, des problématiques de lecture, de compréhension, de dys aussi, dyscalculie, dyspraxie, dyslexie, etc. Mais aussi des problématiques d'appréhension
d'appréhension, de peur, de freins plus liés, j'appréhende le côté pratique ou le côté théorique du permis. Donc voilà, c'est assez varié sur les difficultés d'apprentissage. Et le troisième critère, c'est la motivation, puisqu'il faut être motivé déjà pour venir se rendre sur site et puis pour être assez endurant, puisque là, vous voyez, un parcours type chez nous, il est à peu près de 18 mois en moyenne. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Marilyn, sur la première phase. Sur la première phase, alors je dirais que les points forts de l'auto-école d'insertion, je pense que c'est effectivement ce qu'a dit Léo Caddy, le comité de suivi qui se réunit régulièrement, là, à peu près tous les 2 mois. D'ailleurs, si Patricia et Gabrielle veulent rajouter quelque chose, elles en font partie, donc elles ont bien conscience, je pense, du travail qui est fait. La première phase, la période d'évaluation aussi, ce qui est peut-être propre à mobilité, ça c'est une phase très importante. C'est-à-dire que suite aux entretiens et aux prescription de départ, les personnes rentrent pour environ 2 mois. Cette période de 2 mois, elle est encadrée par 2 comités de suivi. Bien sûr, donc ils rentrent dans la période d'évaluation parce qu'un comité de suivi l'a validé et ils passent en apprentissage si le comité de suivi le valide aussi. Et cette période d'évaluation, c'est vraiment cette période d'expertise dont parlait Léo Caddy tout à l'heure, où on va vraiment faire attention à évaluer ces personnes, autant en termes d'apprentissage, mais en termes de comportement, en termes de freins. Donc là, on évoquera les freins un peu plus tard tout à l'heure. Et on va aussi les aider à se préparer à cette formation qui va être un peu longue. Donc, dans cette période d'évaluation, on va les aider à s'organiser, à mettre en place les déplacements, le financement, pour que toute la suite de la formation se passe au mieux. Voilà. Peut-être sur les grilles d'évaluation. Voilà, donc on a mis en place beaucoup d'outils pour l'évaluation qui nous permettent d'être le plus objectif possible pour ces personnes, afin qu'ils soient considérés vraiment de la même manière. Donc des grilles d'évaluation pour le code, des grilles d'évaluation pour la conduite. Du coup, on n'utilise pas les mêmes outils qu'en auto-école classique, parce qu'il y a des outils existants. On utilise vraiment nos propres outils. On a plein d'ateliers qui commencent dès la période d'évaluation, donc des ateliers qui peuvent être individuels ou en groupe. Voilà. On va aussi, sur cette période d'évaluation, ce qui est important, vérifier si au niveau santé, il n'y a pas de problématique. Parce qu'il faut savoir que quand on s'inscrit au permis de conduire, en théorie, on déclare avoir ou non des problématiques santé. Donc nous, on travaille vraiment là-dessus. Et s'il y a une problématique de santé qui est repérée, on les accompagne vers le médecin agréé de la visite médicale ou commission médicale si besoin. Il faut aussi qu'ils ne soient pas dans le déni de leurs difficultés quand elles existent. Ou au moins que celles-ci soient déclarées à l'obtention du permis quand même. Parce que ça pourrait se tourner contre eux si cette déclaration n'était pas faite. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être Patricia, Gabrielle, je ne sais pas, peut-être que vous avez des choses à rajouter sur les comités de suivi. Sinon, je passe à la formation. Tu as dit à peu près ce qui était important. Après, c'est vrai que nous, on apprécie de pouvoir être présent parce que c'est important de pouvoir faire le tour. Et puis, en plus, il y a les différents partenaires, donc on a aussi des avis différents sur la situation avant de les rentrer. Donc ça, c'est bien. Et puis, étant donné qu'on fait des évaluations à peu près tous les 2 mois, on peut voir aussi ce qui s'est passé entre-temps au niveau de l'accompagnement et du projet professionnel dans le cadre de l'avancée du permis. Puis c'est un public qui ont quand même des profils où effectivement ça bouge beaucoup sur 2 mois. Il peut y avoir des situations complètement différentes d'un mois à l'autre ou de 2 mois sur l'autre, donc c'est important d'avoir un suivi régulier. Des fois bien, des fois moins bien. C'est sûr. Donc une fois qu'on On évalue un temps là peut-être sur. Voilà. Donc cette période, à l'issue de cette période d'évaluation, s'il n'y a pas eu de problématique particulière repérée, alors notamment par exemple l'absentéisme ou des problèmes de santé trop importants, ou si le critère emploi n'est pas aussi précis que ça, parce que nous, il ne faut pas oublier qu'à l'auto-école d'insertion, l'un des premiers critères, c'est quand même l'insertion. Si les démarches emploi ne sont pas très réalistes ou suffisantes, donc le comité de suivi pourrait ne pas prolonger le parcours. Mais si le parcours est prolongé, on évalue un temps de parcours approximatif. Donc on fait des évaluations à 6 mois, 1 an ou plus, tant en code qu'en conduite. Pareil, on évalue un nombre d'heures approximatif pour guider, ce qui permet aux bénéficiaires de se projeter sur la durée maximum du parcours. Donc voilà, c'est bien marqué d'ailleurs une durée maxi à peu près de 24 mois. Alors, ce n'est pas très fixe, les comités de suivi sont là justement pour discuter de tout ça. Par exemple, quelqu'un qui va beaucoup s'investir dans l'emploi, qui va avoir des absences plutôt dues à l'emploi ou en formation, c'est quelqu'un qu'on va peut-être garder un peu plus longtemps parce qu'il a du mérite et on essaie de le soutenir un peu plus longtemps.
À l'inverse, quelqu'un qui ne s'investit pas, qui a beaucoup d'absences et qui n'a pas de démarche emploi, il va peut-être avoir un parcours plus court finalement, parce qu'il n'a pas, entre guillemets, joué le jeu à côté de cette insertion professionnelle. Les comités de suivi continuent de suivre l'apprentissage, comme disait Léocadie. Donc, quand ils sont en période d'apprentissage code et conduite, il y a encore les comités de suivi tous les deux mois et demi, qui fait qu'on suit le parcours. On voit comment ça se passe, s'il y a des problématiques. C'est intéressant parce que dans les comités de suivi, on peut faire levier quelquefois sur des situations particulières. Par exemple, quelqu'un qui ne peut plus se déplacer, qui a des problèmes pour payer ses déplacements, on peut mettre en place des aides, des choses comme ça. Et tout ça, c'est discuté en comité de suivi. Donc, c'est vraiment un vrai levier pour que la formation se passe bien sur un temps aussi long. Parce que quelquefois, je pense qu'il y en a qui auraient arrêté leur parcours avant si on n'avait pas eu ces interventions-là de nos partenaires dans les comités de suivi. Voilà. À savoir quand même que dans ce parcours, donc l'apprentissage est différent, par contre, tout le reste, c'est identique. C'est-à-dire les examens code sont identiques aux auto-écoles classiques. On les accompagne pour la démarche d'inscription, mais ils vont aussi seuls à l'examen de code. On les aide à repérer le lieu, etc., à faire le déplacement, mais on ne va plus avec eux. Pour la conduite, pareil, on les aide à s'inscrire, mais les examens sont bien exactement les mêmes que dans une auto-école classique. On est là pour l'accompagnement, on est là avec eux, bien sûr, en conduite, puisqu'on a besoin du véhicule. Mais tout le côté examen est vraiment identique aux auto-écoles classiques. Il n'y a pas de différence. Le côté inscription aussi, via le site qu'on appelle la NTS. La différence, c'est que nous, on fait cet accompagnement où on les aide à le faire. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a une question dans le chat. Ah, pardon. Il y a Marina qui te demande. Ah, pardon, vas-y. Type. Comment est formalisée l'orientation vers la commission médicale? Alors, comment est formalisée? Alors, alors, des gens en discutent avec eux pour voir si on peut nous déceler la problématique santé. Il y a des listes de pathologies. Voilà. Et il y a une liste, effectivement, c'est la liste des incompatibilités médicales au permis de conduire, qui est assez large. Et ce qui fait que dès qu'on a un doute, sur un critère qui fait partie de cette liste, on fait appel à un médecin agréé de la visite médicale. Donc, c'est des médecins qui sont répartis sur tout le territoire. Ça ne peut pas être le médecin traitant. C'est une visite médicale qui coûte 27 €, je crois. Donc, on les accompagne pour la prise de rendez-vous. Et ce médecin agréé de la visite médicale, c'est lui qui va établir si, oui ou non, il y a une problématique santé ou pas. Ce médecin va prendre en contact avec les autres médecins qui accompagnent la personne si nécessaire. Donc, nous, c'est vraiment dès qu'on a un doute au niveau médical, et qui nous est déclaré, bien sûr, on peut faire appel à ce médecin agréé. Et dans le doute, il vaut mieux d'ailleurs, parce qu'on n'est pas compétent pour ça. Problématique santé, c'est pas notre domaine. Voilà. Ça peut se faire soit au début de la formation, période d'évaluation, mais ça peut se faire aussi en cours de formation si on repère une problématique qui ne nous a pas été donnée ou qui est apparue en cours. Et vous avez accès au retour des médecins? Oui, il y a un CERFA. Voilà. Le médecin, effectivement, remplit un CERFA médical. Alors, je ne sais plus quel numéro il a, c'est un précis, il est CERFA visite médicale. On le remplit en ligne, on le pré-remplit en ligne maintenant, donc on les aide à le faire. Et les bénéficiaires y vont avec ce CERFA. Il faut une photo d'identité aussi, des choses comme ça. Souvent, nous, on accompagne la visite avec un petit courrier, comme on a fait des évaluations. Par exemple, si on a repéré qu'il y avait des problématiques en conduite, on dit qu'est-ce qu'on a repéré comme problématique, qu'est-ce que ça amène comme conséquence, ce qui permet au médecin d'être plus précis. Et lui, derrière, il complète, il rend le CERFA avec validité ou pas, ou une validité de courte durée. Ça peut être une validité sur 1 an ou 2 ans. Ou alors, là, comme ça arrive, aménagement de véhicule. Par exemple, ça peut être une conduite uniquement sur boîte auto. Sans aménagement particulier, mais uniquement sur boîte auto. Ou alors avec des aménagements. Des rétros, des rétros, des doubles rétros. Okay. Et qui est-ce qui finance, du coup, cette visite? Alors, en général, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes, les bénéficiaires eux-mêmes. D'accord. Il n'y a pas de financement particulier pour ça. Okay. Merci. De rien. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce parcours leur coûte 250 € et 5 € d'adhésion à l'association. Qu'ils échelonnent. On leur demande sur la période d'évaluation d'avoir au moins réglé 30 € et l'adhésion à l'association. Et tout le reste est échelonné sur le temps de leur parcours de formation. Voilà. Sur le contenu des cours, pour voir un peu plus près, donc on a effectivement bien sûr les outils d'une auto-école classique, on est obligé de travailler avec des séries, des tests. La particularité, c'est qu'on fait plus de cours,
des cours adaptés, puisque c'est des personnes qui sont pas forcément scolaires. Donc des cours, ça peut être plutôt des jeux de rôle, ça peut être des ateliers, ça peut être du photolangage, ça peut être des sorties extérieures. On va aller autour du véhicule pour les faire mettre en pratique, même en période code. Donc on va vraiment essayer de varier les méthodes d'apprentissage pour qu'eux, justement, cette information et cet enseignement, ils le reçoivent sur la base de leurs compétences, quoi. Certains préfèrent le visuel, d'autres l'auditif. Et il faut vraiment qu'on soit en capacité de s'adapter à chacun d'eux. Donc, on est en groupe. On a quand même des groupes au code entre 10 et 15 personnes. Mais dans ces groupes, on va arriver à faire de l'individuel par des ateliers ou par des semi-ateliers de 2-3 personnes. On a aussi une bénévole qui travaille sur le TEI, qui nous aide pour se faire, notamment pour le code, et qui nous fait des examens blancs de conduite. Voilà. En conduite, on est quand même sur un apprentissage globalement aussi sur la même forme, mais c'est pareil, on va prendre beaucoup plus de temps. C'est toute la différence entre apprendre à conduire et apprendre à passer le permis, je pense. On essaie vraiment de les apprendre à conduire, puisque la conduite, ça implique la prise de responsabilité, de l'autonomie, de la citoyenneté, et toutes ces notions-là, la conscience du risque. Et il faut vraiment qu'on travaille sur ces notions-là au code et en conduite pour qu'après, ils soient prêts non seulement à avoir le permis et conduire, mais en plus à s'insérer un peu plus au niveau social et professionnel. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, je peux peut-être rajouter qu'on a des prescriptions aussi directement sur de la conduite, des personnes qui arrivent avec le code. Beaucoup plus depuis qu'ils ont développé les plateformes en ligne, là, Ornicar et compagnie. Et c'est vrai que souvent, ils arrivent... alors, c'est pas ce que préfèrent mes collègues encadrants, parce que c'est compliqué d'avoir quelqu'un sur de la conduite tout de suite sans être passé par de l'apprentissage théorique. Mais on le fait, on le fait. Voilà, ou des personnes qu'on va accompagner que sur le code aussi. Ça peut arriver aussi. Parce qu'il n'y a pas de souci en conduite, donc on décide prendre le temps sur le code parce qu'il y a des réelles difficultés liées à de l'illettrisme ou de la linguistique, etc. Mais qu'on sait qu'on n'accompagnera pas sur la conduite. Voilà. Donc ça dépend vraiment des profils aussi à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? C'est à peu près tout sur Vous parlez d'un contrat d'engagement. Vous pouvez en dire plus? Oui, donc là, c'est comme toutes les auto-écoles. Il faut un contrat d'engagement. C'est obligatoire. C'est obligatoire. On a même un modèle un peu type. Il est très long. C'est obligatoire. D'ailleurs, à savoir que même dans les auto-écoles classiques, si ça vous arrive d'accompagner du public, il doit y avoir une évaluation avant la signature du contrat d'engagement, donc ce qui n'est pas toujours fait, pour que la personne sache vers quoi elle s'engage. Et après, il y a le contrat d'engagement. Donc, nous, on fonctionne aussi de cette manière-là. Et bien sûr, ce contrat d'engagement, comme il est un peu long, on le lit avec eux et on leur explique bien précisément en quoi ça consiste. Donc, ils s'engagent. Nous, ils s'engagent de manière administrative par ce contrat. Et on a mis en place aussi un autre outil qui est un contrat plus pédagogique, où ils s'engagent par leur travail, par leur présence, par leur implication. Et on leur demande de signer aussi pour qu'ils comprennent bien qu'une formation, ça se joue à deux. Il faut qu'ils soient aussi prêts à accepter puis à participer pleinement à cet enseignement, à cette formation pour qu'elle évolue au plus vite. Donc voilà. Donc il y a un temps, on repart des évaluations et puis on prévoit un temps où ils seraient prêts pour l'examen du code ou de la conduite. Donc on revient avec eux là-dessus à chaque fois aussi. Voilà, on vous a évalué à peu près 144 heures de formation au code. On en est à une centaine d'heures. Voilà, donc ça veut dire que dans un mois, on prend une place d'examen. Enfin, vraiment, c'est toujours lié aux objectifs qu'on a fixés au départ avec la période d'évaluation. Donc, on y revient en permanence avec eux. Voilà. C'est important d'avoir ces objectifs et ce parcours, alors vous voyez, avec une durée max, on va dire, parce que sinon, c'est des personnes certains profils pourraient s'installer un petit peu dans cette formation et devenir moins acteurs de cette formation. Donc, on essaie quand même de garder ces objectifs avec des dates, des durées, un engagement, et on leur rappelle assez régulièrement, voilà, pour qu'ils restent motivés et qu'ils restent impliqués dans ce parcours qui est le leur avant tout. Et ces objectifs et ces dates sont importantes dans le parcours quand même. Voilà. Je pense qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je pense que dans la mise en situation, c'était si jamais Marilyn ou Léocadie, vous aviez un exemple concret, un peu un parcours type d'une personne sur un exemple concret.
Sur l'auto-école. Tellement divers sur l'auto-école. Un parcours type. Ou l'exemple d'une personne que vous avez accompagnée. Alors là, dans la diapo témoignage, après, je ne sais pas peut-être, si plus tard. Ouais. Non, mais Et la on verra diapo plus tard, pas de souci. On peut vous faire une série de codes si vous voulez réviser le code de la route. Alors, savoir aussi qu'il nous est arrivé, d'ailleurs, puisque ça vous concerne plus, je ne sais pas si tu y étais, Patricia, il nous arrivait de faire des sessions, des petits ateliers, justement, pour les référents, pour que les référents se rendent bien compte du travail qui est fait en auto-école et de la difficulté du code aujourd'hui. Il nous arrivait de faire des ateliers pour les référents. Et effectivement, où on utilisait des séries de codes et des ateliers pour que vous vous rendiez bien compte de la difficulté aujourd'hui de passer le code, notamment. Donc, s'il y a de la demande, on pourra refaire. Il y a une question de Mathieu Estève dans le chat. Proposez-vous également une application pour réviser le code? Oui, tout à fait. Donc là, alors c'est assez récent, je dois avouer que j'étais pas forcément favorable à ça au début, parce que le problème de ces applications, c'est que ils sont autonomes. L'autonomie dans l'apprentissage, ça peut être du tout et du n'importe quoi. Donc je m'explique, un exemple, c'est quelqu'un qui fait que des séries de 40 tout le temps. Et l'avantage de ces applications, quand même, c'est pour ça qu'on y est venu, c'est qu'on peut suivre. On suit exactement le nombre de tests qu'ils font, si c'est des tests, si c'est des cours, si c'est des thèmes, combien, à quelle heure. Et c'est vrai que ça nous permet quand même d'être... C'est intéressant, voilà. Quand on voit quelqu'un qui fait 4 séries de 40 à 2 heures du matin, on peut lui dire qu'il y a un petit souci. Donc, voilà, on y est venu et ça nous permet un bon suivi. Et ces applications, elles ont évolué parce qu'elles s'adaptent à la personne et elles les guident. Donc, c'est ça, moi, qui m'a fait changer d'avis. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas juste choisir de faire des séries ou comme ils veulent. L'application leur propose, en vue des difficultés, je vous propose ce thème. En vue de vos difficultés, voici une série de révisions. Et ils ont une marge de choix qui est limitée finalement, puisqu'on les invite à retravailler s'il y a des difficultés en particulier. Donc voilà, c'était mieux dans ce sens. Donc on le fait et alors je sais pas si on le fait et par contre nous c'est prix coûtant quoi, on gagne pas d'argent là-dessus bien sûr, hein, c'est eux qui le payent. 5 €, combien ils ont d'accès? 80, plus de 80 ouais, séries, voilà. Je pense. Pour 5 €, ils ont accès à à peu près 80 séries, des vidéos de cours, des thèmes et le suivi propre. Quoi. Voilà. Les freins. Donc évidemment, on a parlé pendant la période de départ, alors, au cours du début du parcours, on essaye de repérer des freins, on essaye de les lever au maximum au plus tôt. Mais bon, ces freins ils peuvent réapparaître un petit peu dans le parcours au fur et à mesure, hein, puisqu'on a des profils quand même dont la vie est assez en dents de scie. Les freins principaux liés à l'apprentissage, c'est des savoirs de base, hein, français, mathématiques. Beaucoup de problèmes de repérage, de la latéralisation qui vont se retrouver par exemple dans les séries de codes. Quand on vous demande est-ce que je laisse passer la voiture de droite, est-ce que je laisse passer la voiture de gauche, il y en a pour eux, c'est une vraie problématique parce qu'ils ne savent pas se repérer sur une image. Aussi le déplacement mental, quand on leur demande de repérer un véhicule dans le rétroviseur, ils ne savent pas si ce véhicule il est à leur droite, à leur gauche, sur la même voie. Oui. Donc ils ont vraiment beaucoup de mal là-dessus. Il y a quand même, je pense, des problèmes de repérage, ça ressort assez souvent et c'est lié, je crois, au problème de 10. Quand même, c'est lié. Voilà. Après, nous, on contourne, on travaille sur ces problématiques plutôt parce que par les ateliers nous permettent de les faire travailler autrement. Alors, on ne va pas résoudre le problème, mais on peut leur faire apprendre quand même en ayant d'autres stratégies pour pallier ces manques-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme frein? Les freins liés à la culture, mobilité physique et psychologique. Donc voilà, les habitudes de déplacement. Effectivement, il y a pas mal de personnes, surtout au début, qu'il faut aider sur le trajet. Comment venir à l'auto-école. Ils ont l'habitude de se déplacer avec quelqu'un de leur entourage, par exemple, ou ils ont l'habitude de prendre un trajet de bus et ils ont du mal à envisager d'en prendre un autre pour venir à l'auto-école. Et c'est des personnes qui vont se retrouver en difficulté dès qu'il y a un problème avec le bus ou avec la personne qui les emmène. Donc, on doit aussi les aider au départ, souvent, à mettre en place cette organisation-là, qui va de pair avec l'acquisition des cartes de réduction. Contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les cartes de réduction nécessaires au bus. On a beau leur en parler en amont dans nos autres actions, les ateliers mobilité ou les bilans de compétences mobilité, on identifie le problème, mais ils ne le feront pas forcément d'eux-mêmes.
Et pour l'auto-école, ça devient important, ça devient même indispensable. Donc, on est obligé souvent, au début de parcours, de leur faire acquérir ces cartes-là, parce que sinon, ça sera problématique tout le long. Des personnes qu'on peut aussi de culture de la route aussi, des fois, soit parce que les parents n'avaient pas le permis ou ils ont peu été confrontés à être de passagers dans une voiture, ça peut arriver aussi. Des personnes qui n'ont pas appris à faire du vélo, par exemple. Ça, c'est des questions qu'on pose au départ aussi, hein. Des prérequis qui ne sont pas là dans le terme d'équilibre, de trajectoire. Donc, on sait que ça va être des parcours un peu plus compliqués, longs. Donc, ça, c'est des freins réels, quoi, liés à la mobilité en général. Des personnes dans le déni aussi de leurs difficultés. Ça, c'est des parcours un peu compliqués à accompagner, hein, parce que voilà, on va avoir des discours différents d'un interlocuteur à l'autre, avec voilà, un déni des difficultés. Donc là, des fois, ça peut être compliqué d'avancer dans ce cadre-là. Lié à la santé, bien sûr, hein, physique, psychologique, puisqu'on, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, il y a dans la loi une liste des pathologies où il faut passer devant un médecin. Voilà. Sur les freins financiers, alors bien que le critère de l'auto-école d'insertion, effectivement, ce n'est pas forcément le frein financier au départ, on les aide beaucoup là-dessus, notamment par les échéanciers qu'on met en place, mais aussi, comme disait Léocadie, par l'utilisation de leur CPF. Maintenant, ils peuvent payer le permis par CPF, donc nous aussi, on l'utilise. Certains ont aussi acquis des droits par rapport à du bénévolat. Je crois que c'est le Pass Région, donc on a aussi maintenant partenaire pour pouvoir utiliser ces droits-là. Et puis voilà, les échéanciers, on essaye vraiment de les faire payer de manière régulière, même des petites sommes sur tout le parcours, pour qu'ils arrivent à gérer cet aspect-là. Hein. Voilà. Et le fait, voilà, il y en a déjà qui ont fait de l'auto-école classique. Ça fait partie aussi un petit peu d'un des critères quelque part, parce que le but, nous, c'est aussi d'aider des personnes qui sont en difficulté au niveau compréhension. Donc souvent, ils ont déjà essayé, mais ils n'y arrivent pas dans un parcours classique. Voilà. En gros, je ne sais pas s'il y a eu Il y avait Patricia qui demandait dans le chat par rapport à l'application, quel est son nom, l'application pour faire les cours de code en ligne. Nous, c'est ENPC, c'est notre fournisseur officiel du permis de conduire. ENPC et Deezer. Donc là, par contre, je crois qu'on ne peut pas y avoir accès en dehors des auto-écoles. Oui, non, c'est des fournisseurs auto-écoles. Ouais, c'est des fournisseurs auto-écoles. Ouais. ENPC, ouais, c'est ça. C'est eux qui construisent aussi les séries voilà, la base de données qui sert après aux examens du code de la route. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions sur les freins, par exemple, ou d'autres. Voilà, sinon on va continuer sur les témoignages. Bon, là, l'idée, c'était d'apporter deux témoignages de personnes qui ont fait leur parcours à l'auto-école d'insertion. À gauche, on a, avec la Zoé, là, le parcours de Fatima. Alors, on ne le voit peut-être pas très bien. Patricia, c'est pas toi qui... Non, oui, de Fatima, c'est pas toi qui l'avais suivi un petit peu cette dame. Une personne très courageuse. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce parcours. Comment Zerguit de Fatima. Ouais. C'est pas moi, mais ça doit être chez nous. Oui, ouais. C'est une personne très courageuse qui était vraiment en échec en auto-école classique, qui avait passé 5 fois le permis en auto-école classique et qui avait du coup un niveau de confiance en elle très bas et en même temps très courageuse sur l'emploi. Donc du coup, on l'a soutenue énormément et le passage en boîte automatique, ça a été une révélation parce que du coup, voilà, elle savait s'impliquer. Quelqu'un qui savait s'impliquer, mais qui avait vraiment perdu confiance en elle et la boîte automatique, elle lui a permis d'alléger. C'est presque une souffrance, c'était vraiment une souffrance d'être au volant pour elle, puisqu'en plus, avec les échecs accumulés, c'était très compliqué. Quoi. Donc, elle a eu brillamment le permis de la première fois, nous, là, en fin d'année. Elle l'a eu en même temps qu'Iris, donc l'autre personne qui a écrit elle-même le témoignage. Je vous laisserai le lire. Donc, Iris, c'est plus un parcours global chez nous. Je crois qu'elle était passée par Bilan avant de venir. Une maman très courageuse aussi, qui a enchaîné le bilan, l'auto-école et la location d'une voiture, parce qu'on a la Zoé boîte auto électrique aussi en location. On va avoir notre action. Donc, elle a eu le permis sur la Zoé. Elle a loué la Zoé juste après pour aller vers un stage professionnalisant. Et donc, vraiment, le permis, ça a été
le levier pour tout l'enchaînement de sa vie. Ça a été vraiment quelque chose de très, très, très important pour elle. Et c'est intéressant, voilà, parce que elle dit qu'ici, voilà, elle a pu s'exprimer, formuler ses craintes, ses peurs, qu'on l'a toujours bien écoutée. Et elle n'avait pas, voilà, elle ne s'est jamais sentie jugée par toute l'équipe de mobilité. Voilà. Donc c'était vraiment intéressant. Sur les bénéficiaires types, on l'a un petit peu dit tout à l'heure. Voilà, la majorité sont des femmes. De plus en plus de jeunes, même s'il y a encore un public, souvent 26-45 ans, il y a quand même de plus en plus de jeunes. On a une question de Mathieu dans le chat qui demande, pour l'IAE, quelle est votre relation avec les CISP qui sont en charge de l'accompagnement? Oui, il est effectivement, on n'en a pas parlé, donc ils ne sont pas forcément prescripteurs sur l'action d'auto-école du permis, mais on est en lien avec eux, bien sûr, c'est parce qu'on a aussi des bénéficiaires qui sont en chantier, en chantier d'insertion sur le territoire. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y en a quand même pas mal, sur Aubenas, Le Teil, même avec Ancre sur le Sud-Drôme, etc. Et on est en lien. Du coup, il y a le référent, il y a le CSCP parce que qui doit être à l'emploi le reste de la semaine. Donc c'est vrai que et ça c'est super de la part des ACI, c'est qu'ils les libèrent. Soit ils s'arrangent dans leur emploi du temps pour pouvoir les libérer pour assister aux cours de code dans la semaine. Donc ça c'est vraiment un partenariat privilégié qui est important parce que ça va de pair, l'emploi, la mobilité. C'est vrai que sur les territoires. Pour la CI, donc c'est important de lever ce frein aussi. Donc voilà, en termes d'échange, oui, c'est important. Et puis s'il y a une absence, on prévient le CSP effectivement de l'absence. Enfin voilà, on relaie comme ça du suivi avec qui ont aussi ces personnes dans toutes les semaines, au niveau de l'emploi. Donc c'est effectivement un lien important aussi, ouais, même s'ils ne sont pas prescripteurs à la base. CISP, donc conseiller insertion socio-professionnelle. Oui. Ouais. Oui, vous parlez de la prescription, oui. Oui, bon, voilà, on en a parlé un peu au départ. Là, je viens d'en parler avec les ACI, donc les principaux prescripteurs, mission locale pour les jeunes ou bénéficiaires du RSA côté Drôme, Pôle emploi, bien sûr, Cap emploi, et puis les différents services des départements Drôme-Ardèche qui peuvent prescrire ou qui accompagnent des RSA ou les structures conventionnées qui accompagnent et qui sont référents RSA. Donc ça, je l'ai expliqué, à remplir la fiche, rencontrer au niveau de la coordination pour l'entretien et le comité de suivi. C'est lui qui a la décision finale sur la demande de la personne par rapport aux critères que je vous ai dit au départ. Voilà. Je me demandais, est-ce que les bénéficiaires, les personnes en parcours, sont invitées à ces comités de suivi ou c'est sans leur présence? Non, c'est sans leur présence. Par contre, ils sont tenus informés en amont et en aval du comité, puisque chaque encadrant donc, prépare sur les 2 temps du comité de suivi, on a la partie suivi et la partie étude des demandes. Sur la partie suivi, c'est l'encadrant qui va faire le point sur chaque personne. Donc en amont, ça veut dire qu'il s'est concerté avec le bénéficiaire pour faire le point sur, on a le comité de suivi, on va évoquer ça, tel point, etc. Est-ce qu'il y a autre chose? Enfin voilà, c'est des temps d'échange importants avant aussi avec le bénéficiaire. Et après, bien sûr, s'il y a des choses à énoncer, du recadrage un peu à faire, des objectifs à refixer, enfin voilà, où il y a un lien avant et après, mais pas, ils ne sont pas forcément invités à y être pendant. Ça ne nous est jamais arrivé en tout cas. Mais voilà. Si un jour on le propose, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est jamais arrivé. Non, c'est une instance vraiment liée aux professionnels là, et à l'accompagnement. D'accord. Voilà, bon là, on a fait juste un petit, sur l'année 2021, ce que je mettais là, 103 places en file active. On a de la file active, c'est de l'entrée-sortie permanente, je n'ai pas forcément dit. Donc, on a 103 places financées sur 5 sites auto-écoles. Vous avez vu le chiffre tout à l'heure, on est à peu près à, je ne sais plus, c'était 143 ou 148 personnes accompagnées sur 2021, donc voilà, sur ces 103 places en file active à peu près. Un taux d'occupation qui est de 87%, donc ça c'est des chiffres 21. 5 voitures en double pédalage, dont de la boîte auto sur juste les 2 sites sur 5. Les résultats de code, on était en 2021 à 77% de réussite. Ça représente en moyenne 110 heures de formation au code
En conduite, on était à 86% de réussite. Ça représente, j'ai mis 2 sur 2 ans parce que ça varie. Il y a toujours une année où c'est plus élevé que l'autre parce qu'on est sur des parcours moyens de 18 mois. On était à peu près 35 heures en moyenne sur 21 et 44h30 sur 20. Il faut savoir que la moyenne nationale, elle est de 36 heures. Voilà. Donc, on n'est pas... sur le suivi, tout au long du parcours, hein, ça c'est sûr. Et puis aussi, l'aspect l'après-permis. Je ne sais pas si tu veux... c'est-à-dire, OK, on a le permis, mais après, ça veut dire qu'il y a d'autres problématiques qui vont se poser. Donc, c'est comment on anticipe un peu ça aussi. Je ne sais pas, Marie. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que autant pendant la formation, que je pense un peu au comité de suivi, pendant la formation, on évoque, on fait des ateliers sur les problématiques, donc le coût d'une voiture, le coût de l'assurance, comment s'assurer, qu'est-ce que vous pouvez faire après, est-ce qu'on va louer, est-ce qu'on va l'acheter, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience de ça. Pour eux, le permis, ça y est, ça va changer leur vie. Alors qu'en fait, souvent, je leur fais prendre conscience que non, parce que c'est l'acquisition d'une voiture qui pourrait faire évoluer les choses, mais s'ils n'ont pas la capacité d'en acquérir une, ça va être compliqué. Donc, on les informe tout simplement là en formation. Et pendant les comités de suivi, c'est vrai qu'on essaie de mettre l'accent quand on repère déjà une problématique pendant la formation de quelqu'un justement qui risque de ne pas se mobiliser après son permis vers l'emploi. On essaie de le dire pour que déjà le référent soit au courant et prépare l'après-permis pour bien le suivre, cette personne, pour être sûr que le permis ne soit pas une fin en soi et que derrière, il n'y ait rien plus. L'idée, c'est vraiment que cette formation à l'auto-école, ça soit le début, c'est la première marche vers une insertion professionnelle quand même durable. Voilà, après on a un questionnaire, on rappelle les bénéficiaires, mais ça c'est pour l'ensemble de nos actions, donc à 6 mois, pour voir un petit peu justement ce qu'ils sont devenus, etc. On a un questionnaire aussi à la sortie de permis, et puis du suivi de parcours, les personnes ils passent par l'auto-école, mais des fois pas que, soit ils ont fait un bilan, ou après ils vont aller sur l'action de mise à disposition de voitures, ou sur de l'acquisition via de la location avec option d'achat, etc. Donc, il y a du suivi après derrière aussi par ce biais-là. Sur l'emploi et la formation, donc pour les personnes ayant eu le permis, on est 76%, donc je vous ai mis un chiffre sont en emploi à la sortie. Par rapport à l'entrée, c'est vrai qu'on est souvent c'est plutôt positif par rapport au moment où ils rentrent et puis au moment où ils sortent par rapport à l'accès à l'emploi. Et tout au long du parcours aussi, on note vraiment qu'il y a quand même 74% là, du coup, sur cette année-là, mais qui étaient en emploi ou en formation. Alors, sur des petits contrats, sur des petites choses, mais il y a déjà des démarches, et heureusement, ils sont pas forcément dans l'emploi, mais ils ont un pied à certains moments dans l'emploi, et ça, c'est aussi important de le noter. Voilà, et puis, ça, c'est un chiffre aussi qu'on a quand on les rappelle à 6 mois sur leur insertion, qui est en totalité ou partiellement facilitée par l'action. Alors, je peux juste préciser de la manière dont on travaille un petit peu ça aussi, c'est parce que nous, on les voit toutes les semaines, ces personnes. On a aussi les discussions en groupe, il y a beaucoup d'échanges, et l'emploi en fait partie. Du coup, c'est des personnes qui vont discuter, trouver des solutions, voir que les autres, leurs pairs, accèdent à des emplois, donc ils iront plus facilement. Cette formation leur fait prendre aussi un peu plus confiance. Donc, du coup, on va se saisir de ce groupe qui est créé pour qu'ils puissent accéder et essayer des choses qu'ils n'auraient pas essayé avant pendant cette période. Donc, c'est ce qui fait que là, effectivement, ils sont quand même plus en capacité de le faire. Et puis, ça fait partie du cadre de l'auto-école, bien sûr, d'insertion, d'avoir des démarches vers l'emploi régulières. Donc, ils se doivent d'en faire régulièrement pour pouvoir rester sur un parcours complet quand même à l'auto-école d'insertion. Alors, il y a Patricia qui demande, pouvez-vous nous rappeler les modalités de pouvoir prendre des heures supplémentaires ? Alors, là, en ce moment, on ne le fait pas forcément. Alors, c'est-à-dire, ce qu'on a mis en place, c'est que, donc nous, dans le cadre de l'auto-école insertion, dans le parcours, on arrive à leur faire de manière régulière et au minimum 1 heure de conduite par semaine. Donc, certains veulent avancer plus vite, donc on leur propose de pouvoir prendre des heures complémentaires. Alors, ces heures complémentaires, en priorité, ils peuvent les prendre dans les auto-écoles classiques. Et on assure le suivi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert de dossier, mais ils payent des heures complémentaires dans l'auto-école de leur choix qu'ils acceptent. En général, qu'on leur propose aussi. Voilà, ou qu'on leur propose. En général, l'auto-école classique ne rejette pas cette idée, puisqu'il n'y a pas de transfert de dossier, il n'y a pas de suivi
L'auto-école classique ne va pas les suivre, ne va pas faire une place d'examen. C'est nous qui assurons le suivi, mais ils payent quelques heures comme ça pour compléter, pour aller plus vite. On l'a mis en place en interne, mais là, il faut qu'on ait les personnes, les ressources. Voilà, là, c'est plutôt un problème de ressources. Quand on a une personne donc, qui a un peu plus de disponibilité, puisqu'on a plusieurs enseignants, on propose des heures complémentaires qu'ils payent en plus, qui sont en complément de leur parcours. Alors, ce n'est pas régulier, ça, par contre. On n'arrive pas à le faire régulièrement de par les ressources. Mais ils ont toujours la possibilité de le faire en parallèle. Là, récemment, je crois que c'est une personne du terreau, Anaïs, qui avait fait quelques heures complémentaires dans une école à Metz, puisqu'elle souhaitait que ça avance plus vite. Et comme elle avait un peu d'argent, voilà. Et c'est vrai que c'est bien parce que ça les implique. Voilà. Ça les implique aussi un peu plus de payer des heures un peu plus chères. Bon, ils se rendent compte quand même qu'ils doivent s'y mettre, quoi. La conduite supervisée aussi, on n'a pas parlé de la conduite supervisée. Il y avait une question, non, Patricia? Et pour les heures, excuse-moi, pour les heures complémentaires, si elles sont au sein de l'AEI, est-ce que c'est moins cher qu'en auto-école ou est-ce que c'est pareil? Oui, on est à... C'était combien? C'est comme les heures de perfectionnement de la conduite. Alors, maintenant, ça va être 45 €. Ouais. On sera toujours légèrement en dessous parce que nous, on ne fait pas de bénéfice dessus. On couvre juste les frais. D'accord. Merci. Et après, il y a la conduite supervisée aussi, on n'en a pas parlé. Voilà, dans les parcours, donc la plupart des personnes qui s'inscrivent en auto-école le font sur le parcours traditionnel, hein, ils ne font pas de conduite accompagnée, ils pourraient. Hein. Mais par contre, dans le cadre d'une formation traditionnelle au permis B, il existe la conduite supervisée. Donc, c'est le fait de conduire avec un accompagnateur pendant une période d'au moins 3 mois. Donc ça, quand on peut, on essaie de leur faire mettre en place. Si une personne de leur entourage veut bien s'engager sur une période d'au moins 3 mois, on les laisse libre de le faire. Par contre, cette conduite supervisée, elle est encadrée. Hein. Il faut qu'on voit 2 fois sur 2 rendez-vous la personne qui sera accompagnatrice. Il faut que cet accompagnateur ait 5 ans de permis sans annulation, permis sans suspension, sans infraction grave. Il faut que la voiture soit adaptée à la conduite supervisée. Il faut qu'ils viennent donc au moins 2 fois. Et nous, quand on le fait, on continue de faire nos séances, c'est-à-dire qu'on les voit de toute façon 1 fois par semaine. Et en plus, ils conduisent avec leur accompagnateur. Voilà. Donc, ça peut aider à lever des situations. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de faire de la conduite supervisée avec leur entourage, puisqu'on est quand même sur un public, des fois, où ce n'est pas toujours facile le côté perso. Voilà, on était sur la dernière diapo. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tous les sujets qu'on a abordés ou d'autres? Alors, Mathieu qui dit « Avez-vous des projets de nouvelles auto-écoles d'insertion sur d'autres territoires ardéchois ?» Alors, non. Non, c'est pas dans les tuyaux, là, tout de suite. Surtout que nous, la création des auto-écoles, c'est surtout une demande en fait, des partenaires. Ouais. Et c'est à l'issue d'une demande des partenaires souvent que se développe une action d'auto-école. Souvent. Donc là, on n'a pas eu de besoin de demande et puis surtout des financements aussi disponibles pour pouvoir ouvrir une auto-école. Il y a une action qui est intéressante en Ardèche qui prépare un peu à l'auto-école, c'est les ateliers mobilité sur Privas et le secteur d'Aubenas. C'est pas des ateliers pré-code, mais c'est des ateliers où on va travailler la mobilité en général et ça peut aider aussi à préparer une formation code. Donc, c'est un bon complément à l'auto-école d'insertion. Mais pas de projet là tout de suite sur d'autres territoires. Sachant que dans le Nord Ardèche, on ne l'a pas dit, hein, mais il y a 2 auto-écoles avec un agrément associatif, tremplin, à Annonay et Tournon. Ça fait plus de 20 ans qu'ils ont 2 agréments auto-école maintenant. Donc, oui, c'est des partenaires aussi. Sur le Nord Ardèche, en tout en Ardèche, il y a 4 agréments auto-école à but d'insertion. Et 3 sur la Drôme, pas à ma connaissance dans le Nord Drôme. Non. Eh bien, très bien, merci à toutes les deux. Pour conclure, je vous invite à vous rendre sur le site onigo-solution.fr. Vous retrouverez plein de ressources ludopédagogiques qui présentent les auto-écoles à statut associatif, mais aussi toutes les autres solutions de mobilité inclusive. Donc, il y a des capsules vidéo, il y a des infographies.
Donc c'est du contenu que vous pouvez utiliser aussi avec les bénéficiaires éventuellement, ou bien pour sensibiliser des collègues, etc., sur ces sujets-là. Et il y a un moteur de recherche également pour chercher des auto-écoles sociales ou autres solutions de mobilité inclusive sur votre territoire. Donc voilà, c'est une ressource à disposition, n'hésitez pas à vous en servir. Je vous mets ici nos contacts, donc du côté de Mobilité 0726 et puis du côté Mobinora. Et puis voilà, si vous avez des dernières questions, réponses, on peut faire un petit tour de table aussi pour avoir vos retours sur le webinaire. C'est le moment. Est-ce que le diapo sera envoyé? Oui, je peux vous envoyer le diapo. Pas de souci. Et voilà, si certains veulent juste débloquer leur micro pour nous dire si ça a répondu à vos attentes ou si vous avez encore d'autres questions. Merci beaucoup pour cette présentation qui vient compléter un peu mon savoir qui était que parcellaire. En effet, je vous avais questionné sur des projets. Vous savez que le département est un de vos partenaires. Et vous avez en lien Laurence Lopez. En effet, on a un souhait, c'est qu'il y ait d'autres auto-écoles et d'autres solutions mobilité. Je sais aussi que vous êtes sur le diagnostic mobilité sur le sud Ardèche, donc on aura l'occasion d'en échanger et d'essayer de trouver des solutions. Voilà. Merci. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci à vous. Oui, merci Marilyn et Léocadie, c'était très intéressant. J'ai moi-même appris des choses. Bonne fin d'après-midi. Et vous recevrez du coup le replay du webinaire dans la foulée. Puis je vais vous envoyer la présentation. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.